Bonjour Monsieur Cazeneuve, vous êtes associé au cabinet d'avocats Auguste Debouzy en charge du pôle compliance. Alors j'ai quelques questions à vous poser sur le cadre de la compliance. Premier point, la France est dotée de règles de compliance à travers la loi Sapin 2. Pourquoi considère-t-on que l'Europe a accumulé du retard par rapport aux États-Unis dans ce domaine ? Quelques dates clés. Les États-Unis prennent les premières dispositions de lutte contre la corruption en 1977 au lendemain du scandale du Watergate. Il faut attendre 1997, c'est-à-dire 20 ans après, pour que l'OCDE prenne les premières conventions internationales qui ont vocation à être traduites en droit français et en droit des différents États de l'Union, pour que des principes de prévention et de lutte contre la corruption d'agents publics étrangers, notamment, entrent dans le droit des différents pays qui doivent lutter contre la corruption. Il faudra attendre encore 20 ans pour que la loi Sapin 2, qui est une véritable loi de prévention et de sanction de la corruption, soit adoptée par le Parlement. Donc on voit bien que c'est dans le temps long que se déclinent les règles de lutte contre la corruption, et on voit aussi qu'il n'y a pas de politique européenne de lutte contre la corruption. Il n'y a pas une directive européenne reprenant les principes de l'OCDE et qui s'appliquerait à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc il y a eu effectivement trop de temps avant que l'Europe ne prenne conscience de la nécessité de protéger ses entreprises de ce fléau qu'est la corruption. Et quels sont les objectifs particuliers de la loi Sapin 2 ? La loi Sapin 2 a pour objectif principal de prévenir la corruption au sein des groupes qui sont dans un certain niveau de seuil, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 salariés. L'objectif de la loi Sapin est de soumettre ces entreprises à un ensemble d'obligations qu'elles doivent respecter, de telle sorte à ce que la corruption n'advienne pas en leur sein. Ces obligations vont de la réalisation d'une cartographie des risques de corruption jusqu'à la mise en place d'un dispositif de formation, en passant par l'évaluation des tiers, la rédaction d'un code éthique, par un dispositif de sanction des salariés qui ne respectent pas ces principes. Donc l'objectif de la loi Sapin, c'est de prévenir la corruption pour que la corruption n'advienne pas. Et pourquoi a-t-on choisi de créer en France une autorité administrative, l'AFA, qui dispose d'un pouvoir de sanction administrative et non de poursuite, ce qui contraint un peu les entreprises à une double négociation avec les autorités judiciaires ? D'abord, avant que l'AFA ne soit créée, il avait été décidé à la fin de l'année 2013 de créer le parquet national financier, qui est la véritable instance de poursuite des faits de corruption. On ne pouvait pas demander aux entreprises de respecter des obligations sans être en situation à un moment donné de vérifier que ces obligations étaient bien mises en œuvre. C'est la raison pour laquelle une autorité de nature administrative, c'est exactement un service à compétence nationale, l'AFA, l'Agence française anticorruption, veille au respect dans les entreprises des 8 obligations auxquelles ces dernières doivent se soumettre. Pourquoi la loi française, à la différence des lois américaines ou britanniques, a imposé des contraintes de moyens avec une logique de sanction par une amende administrative si ceux-ci ne sont pas mis en place, même s'il n'y a pas de fait de corruption ? Ça, c'est une vraie différence entre l'approche anglo-saxonne et l'approche française. En France, on considère qu'il est préférable de prévenir la corruption plutôt que d'avoir à la poursuivre. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on est dans un système différent. Il n'y a pas d'obligation de prévention de la corruption, mais lorsqu'un fait de corruption est poursuivi par les instances dont c'est le rôle, à ce moment-là, les instances en charge de la poursuite des procédures et de la poursuite des faits de corruption sont en charge de vérifier que l'entreprise a fait ses meilleurs efforts avant que ces faits de corruption n'adviennent pour les empêcher et les prévenir. C'est donc a posteriori, après que le fait de corruption a été constaté, qu'on vérifie les efforts faits par les entreprises pour éviter que ces faits n'adviennent. Alors pourquoi, dans ce cadre-là, l'Europe se heurte-t-elle à tant de difficultés pour adopter un cadre commun de défense des intérêts de ces entreprises ? Et quels seraient, selon vous, les prérequis pour intégrer un paquet compliance européen ? D'abord, je pense qu'il y a des différences d'approche et de culture au sein de l'Union européenne. Vous avez la France qui adopte la loi Sapin 2 et quasiment la même année, vous avez un pays en Europe de l'Est, la Roumanie, qui poursuit son procureur général, le destitue, parce que ce procureur général a souhaité mettre en cause des autorités politiques en raison de leur implication dans des faits de corruption. Il n'y a pas non plus la même perception de la séparation des pouvoirs dans un pays comme le nôtre, que dans des pays où précisément on peut se permettre de mettre fin aux fonctions d'un procureur général dès lors qu'il engage des poursuites pour faits de corruption à l'encontre d'autorités publiques. Il y a donc une nécessité, si on veut que le marché unique soit un véritable
marché intérieur où les mêmes règles sont partagées par l'ensemble des acteurs économiques et des pays, qu'il y ait une directive européenne qui permet de faire en sorte que les principes de lutte contre la corruption soient applicables de façon mécanique et contraignante dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut un véritable paquet compliance européen. Ce paquet compliance européen doit être articulé à une directive s'appliquant à tous les États, à une capacité prévue par cette directive d'intervention extraterritoriale du juge européen et à une interdiction d'accès au marché pour les entreprises qui ne respectent pas ces règles. Alors on constate que d'autres pays se dotent de réglementations particulières en matière de compliance. On peut citer le cas du groupe de défense Leonardo, qui a été exclu des appels d'offres en Inde pour des années sur des faits consécutivement à des faits de compliance, de corruption. Est-ce que vous constatez une certaine montée en puissance de phénomènes selon lequel des pays disposant de grandes économies se préparent à imposer leurs propres règles en mettant en balance l'accès à leur marché national? Il y a un risque, dans une période où le protectionnisme gagne de nouveau du terrain, de voir les règles de conformité exploitées à des fins de renforcement des barrières. Et on ne peut pas exclure, même si ce n'est pas la vocation de ces textes, et de ces lois et de ces principes, qu'on utilise la conformité pour protéger des intérêts nationaux. En même temps, dans une économie mondialisée, chacun voulant défendre ses intérêts aura tendance à considérer que celui qui contourne la loi en utilisant la corruption pour avancer ses pions sera en situation de création de distorsions de concurrence qui sont inacceptables dans une économie globalisée. Donc il y a la tentation incontestable d'utiliser la conformité à des fins de protectionnisme, mais en même temps, dans une économie globalisée, on ne pourra pas continuer à utiliser la corruption comme un facteur de distorsion de concurrence. On est dans cette double réalité. Mais écoutez, Monsieur Cazeneuve, je vous remercie infiniment pour ces éclairages. C'est moi qui vous remercie.